Par un après-midi ensoleillé, sur un pont désert au-dessus d'une rivière profonde, un homme élégant en costume gris tenait sa fille de 6 ans par le bras. La petite fille en robe rose pleurait, tentant désespérément de se libérer. D'un geste froid et calculé, il la souleva par-dessus la rambarde. « Tu as tout gâché. Plus jamais tu ne me gêneras », murmura-t-il avec colère avant de la laisser tomber dans les eaux tourbillonnantes. Ce que Richard ne remarqua pas, c'est qu'un majestueux cheval blanc passait par là et observait la scène. Sentant un mauvais présage, l'animal comprit qu'il ne pouvait pas perdre une minute, chaque instant pouvant être fatal. Ce qu'il fit ensuite défia toute logique. Le soleil d'après-midi projetait de longues ombres sur le pont Green River, monument de béton et d'acier s'étirant paresseusement au-dessus de l'eau agitée. L'air était lourd, annonçant un orage d'été, mais quelques nuages épars troublaient seulement le ciel bleu. Sophia, 6 ans, aux boucles rousses indisciplinées, avançait timidement sur le pont, sa main serrée dans celle de Richard, un homme à l'allure soignée. Son regard intense et ses larmes trahissaient sa peur. « Papa, s'il te plaît », sanglotait-elle en essayant de se dégager. « Ça fait mal. » Richard, visage fermé et impassible, ne répondit pas. Plus tôt dans la journée, lors d'une réunion cruciale au 20e étage de son entreprise, Sophia avait fait une erreur fatale. Elle avait corrigé ses chiffres en public, révélant l'arnaque financière à un client important. Le contrat de 200 millions fut annulé et une enquête de la SEC menaçait la société. Elena, sa fiancée, avait été claire. « Elle est un risque trop grand, Richard. Son honnêteté compulsive va nous détruire. Choisis, elle ou nous. » Sur le pont, Richard sentit le poids de ses mensonges s'effondrer. Lorsque Sophia cria « Papa !» il la souleva d'un geste fluide, son regard vide ne laissant paraître aucune pitié. « Tu es comme ta mère, toujours honnête, incapable de comprendre le monde, » murmura-t-il, avant de la basculer par-dessus la rambarde. Sophia s'accrocha désespérément à son costume, suppliant. Une hésitation traversa Richard, mais il lâcha prise. Son cri fut étouffé par le rugissement de la rivière. Soudain, le bruit sourd de sabots retentit. Le cheval blanc, guidé par un instinct surnaturel, bondit par-dessus la rambarde et plongea dans l'eau, juste après Sophia. Le courant violent entraînait la petite, mais quelque chose de chaud et solide effleura son bras. Le cheval. Elle agrippa sa crinière, et avec une force incroyable, l'animal nagea vers la rive, combattant le courant. Cecilia, une femme de 70 ans vivant près de la rivière, cherchant son cheval andalou, vit la scène. Aidée de sa canne, elle descendit précipitamment la berge quand elle aperçut Silas, le cheval, portant doucement Sophia par le vêtement. « Mon Dieu !» s'écria Cecilia, oubliant sa douleur. Silas déposa la fillette tremblante sur l'herbe. Elle était consciente mais grelottante, ses lèvres bleues de froid. Les yeux de Sophia, bien que effrayés, se fixèrent immédiatement sur le cheval avec une intensité particulière. « Petite, ça va ? Tu peux parler ?» demanda Cecilia en retirant son manteau de laine pour l'envelopper. Sophia ne répondit pas, mais ses doigts s'accrochèrent instinctivement au pelage mouillé de Silas, qui restait protecteur à ses côtés. Cecilia perçut dans son regard autre chose que la peur, une profondeur inhabituelle, comme si elle percevait le monde différemment. « Comment tu t'appelles » tenta-t-elle doucement, avec la voix qu'elle réservait aux animaux apeurés. Sophia bougea les lèvres sans émettre un son, ses yeux analysant méthodiquement chaque détail autour d'elle. Les 7 arbres proches, les 23 pierres visibles, le temps écoulé depuis sa sortie de l'eau. Silas poussa un léger hennissement et frotta doucement l'épaule de la fillette, qui répondit en serrant son cou, son corps se détendant enfin. « On dirait que Silas s'est fait une nouvelle amie », murmura Cecilia fascinée. En 40 ans de travail avec les chevaux, elle n'avait jamais vu un lien aussi instantané entre un animal et un enfant. Malgré son instinct de contacter les autorités, quelque chose la retint. La façon dont la fille avait été retrouvée, ses vêtements trempés, l'absence d'adultes cherchant. « D'abord, on va te sécher et te réchauffer », décida Cecilia. Avec une énergie surprenante, elle aida Sophia à monter sur Silas, qui s'agenouilla comme s'il comprenait. La fillette, malgré le choc, s'installa naturellement, ses doigts serrant la crinière blanche. En chemin vers la ferme, le soleil couchant faisait briller ses cheveux roux comme du cuivre poli, une couleur étrangement familière. La ferme de Cecilia, oasis paisible parmi les collines,
était une maison jaune entourée d'un jardin sauvage. Sophia remarqua immédiatement un ordre mathématique dans l'apparente désorganisation des plantes. Silas se dirigea vers l'écurie où 5 autres chevaux se tenaient. Silas, 2 gris, un alezan, un bémarais. Sophia compta et observa chaque détail avec précision. « Allons à la maison d'abord », dit Cecilia en aidant la fillette à descendre. Mais Sophia s'accrocha à la crinière, anxieuse. Comprenant, Cecilia proposa « Silas peut rester sur la véranda pendant que tu changes ». Sophia sembla accepter, son regard mémorisant chaque ride du visage de Cecilia comme une carte complexe. Sur la véranda, une chaise à bascule grinçait doucement. Sophia balança la tête en rythme, coordonnant sa respiration à ce mouvement régulier. Cecilia, fascinée, alla chercher des vêtements secs, un t-shirt usé et un short, que Sophia toucha délicatement, évitant les étiquettes et coutures épaisses. Habillée, elle entra dans la maison, ses yeux s'arrêtant sur une photo en noir et blanc d'un homme souriant près d'un jeune cheval. « C'était mon Augustus », expliqua Cecilia, « le meilleur entraîneur de la région. Il comprenait les animaux, comme toi on dirait. » Sophia caressa la photo puis imita parfaitement la posture du cheval. « Extraordinaire », murmura Cecilia. La fillette arrangea ensuite un jeu de dominos en séquence numérique parfaite, puis résolut rapidement des mots croisés anciens. « Tu es spéciale, n'est-ce pas ?»« Différente, mais d'une belle manière, » dit Cecilia doucement. Soudain, un tonnerre lointain fit vibrer les fenêtres. Sophia couvrit ses oreilles, se balança en murmurant une suite de nombres premiers. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Cecilia, sage, respecta ce rituel apaisant sans interrompre, restant calmement près d'elle pour lui offrir sécurité et réconfort. Dehors, Silas hennit doucement, comme pour répondre à la détresse de Sophia. Ce son familier semblait l'atteindre malgré son trouble, et peu à peu, son balancement ralentit. Quand elle ouvrit enfin les yeux, des larmes non versées brillaient, mais aussi une étincelle de reconnaissance. Elle avait trouvé un endroit où sa différence n'était pas un problème. Pendant ce temps, Richard Miller vivait le pire moment de sa vie. Dans son bureau luxueux, perché au sommet d'un gratte-ciel new-yorkais, il regardait la ville à travers les vitres réfléchissantes, un verre de whisky intact à la main. Son reflet montrait un homme changé, les yeux vides et hantés. « Tu as fait ce qu'il fallait », murmura Elena, ses ongles parfaits posés sur son épaule, son sourire prédateur soulignant ses mots. « Maintenant, on peut avancer, construire notre vie sans complications. » Richard ne répondit pas. Dans sa tête, le souvenir du pont tournait en boucle, le visage terrifié de Sophia, le bruit de sa chute dans l'eau, le cheval blanc mystérieux. Elena reprit, pragmatique. « J'ai déjà préparé les faux papiers pour une école spéciale en Suisse. Si quelqu'un demande, Sophia reçoit le meilleur traitement. » Le mot « traitement » semblait empoisonné. Richard sentit son estomac se nouer, se demandant comment il avait pu laisser Elena le convaincre que sa propre fille était un obstacle. À la télévision, aucune alerte sur une enfant disparue, rien, comme si Sophia n'avait jamais existé. Elena vérifia son téléphone. Le récit officiel, c'est que tu es un père dévoué, assurant à ta fille un soin spécialisé à l'étranger. Ça rassure les actionnaires. Richard ferma les yeux, revivant la naissance de Sophia, ses promesses à sa défunte épouse Marina. Ses souvenirs l'étouffaient maintenant, lourds de trahison. Un client inquiet menaçait de tout dénoncer à la SEC à cause d'incohérences. Elena, impatiente, répliqua « Sophia a toujours raison. Mais ça ne sert à rien si elle ne sait pas se taire. Une enfant autiste qui ne ment pas n'a pas sa place dans ce monde d'affaires. Tu le sais bien, Richard. » À la ferme de Cecilia, Sophia était assise dans la paille, entourée des chevaux curieux. Ses doigts traçaient des motifs invisibles, tandis qu'elle murmurait des suites de nombres. Silas veillait silencieusement. Cecilia, à la porte avec une tasse de thé, était troublée. Ce n'était pas sa différence qui la fascinait, mais un sentiment de familiarité. Ses boucles rousses, la forme délicate du visage, elle lui rappelait quelqu'un. Une télévision jouait doucement à l'intérieur, une émission montrant brièvement le visage de Richard Miller. Sophia trembla, serrant la crinière de Silas. « Chut, tout va bien », murmura Cecilia en s'approchant doucement. Cette nuit-là, la tempête éclata, illuminant le ciel de ses éclairs. Dans son penthouse, Richard était hanté par ses cauchemars éveillés, tandis qu'Elena calculait chaque coup comme dans une partie d'échecs mortels.
À la ferme, Sophia dormait enfin paisiblement, dans un lit improvisé à l'écurie, Silas fidèle à ses côtés. Cecilia, à la porte, fit une promesse silencieuse. Elle découvrirait la vérité, quel qu'en soit le prix. À 7 heures précises, le téléphone sonna. Cecilia, déjà debout et préparant le petit déjeuner, répondit au second appel. La voix tremblante de sa sœur Béatrice fit serrer son cœur. « Cecilia, j'ai encore rêvé de la fille. » Depuis 3 nuits, Béatrice lui racontait ce rêve récurrent d'une enfant aux cheveux cuivrés et d'un cheval blanc. Cecilia sentit un frisson glacé. Elle regarda vers l'écurie où Sophia dormait. « Il faut qu'on parle, » dit-elle doucement. 3 heures plus tard, un taxi arriva à la ferme. Une vieille femme mince, foulard coloré sur la tête chauve, descendit. Ses yeux, semblables à ceux de Cecilia, brillaient d'une intense fièvre. « Où est-elle » demanda Béatrice, sans saluer. « La fille de mon rêve, elle est ici, non ?» Avant que Cecilia réponde, le bruit de sabots attira leur attention. Sophia chevauchait Silas, son corps parfaitement en harmonie avec celui du cheval. En voyant Béatrice, Silas s'arrêta doucement, comme s'il sentait l'importance du moment. Béatrice chancela, s'appuyant sur sa sœur. « Mon Dieu, c'est elle! Elle est exactement comme... »« Comme qui ?» demanda Cecilia, bien que son cœur sache déjà. « Comme Marina !» sanglota Béatrice, parlant de sa fille morte 5 ans plus tôt. Même couleur de cheveux, même inclinaison de tête, même façon de compter dans le vide. Sophia observait les 2 femmes, ses doigts répétant leur rituel secret. Béatrice murmura enfin. Marina a eu une liaison avec un homme d'affaires marié, puissant. Quand Marina découvrit qu'elle était enceinte, elle décida d'élever l'enfant seule. Elle m'a dit que la petite était spéciale, différente, mais je ne l'ai jamais rencontrée. Peu après l'accouchement, Marina est tombée malade. Avant de mourir, elle m'a confié qu'elle avait remis l'enfant à son père. Cecilia sentit le choc de la révélation comme un coup en pleine poitrine. « Tu veux dire que Sophia... »« Sophia » coupa Béatrice, les yeux écarquillés. C'était le nom qu'elle voulait lui donner, en hommage à notre mère. Au même instant, un grondement lointain fit sursauter Sophia. Silas tourna doucement la tête, cherchant à la rassurer. Ce geste fit monter les larmes aux yeux de Béatrice. « Marina avait cette sensibilité, » murmura-t-elle. Les bruits forts la dérangeaient, et elle comprenait les animaux comme si elle parlait leur langue. Sophia descendit avec grâce de Silas et s'approcha de Béatrice. Elle observa longuement son visage, puis tendit la main et toucha délicatement le foulard coloré couvrant son crâne. « 42, dit-elle d'une voix claire. « Il y a 42 fleurs sur ton foulard. » Béatrice chancela, bouleversée. Marina faisait pareil. Elle comptait tout. C'était sa manière de comprendre le monde. Cecilia les regardait, émerveillée, alors que la fillette et sa tante communiquaient dans un langage silencieux. « Il faut découvrir la vérité, » déclara Béatrice. « Si elle est vraiment ma petite fille, si son père est bien celui que je pense, Marina mérite justice. Et Sophia doit connaître son histoire. » Plus tard, alors que Cecilia préparait un goûter, la télévision diffusait les nouvelles. Sophia dessinait des figures complexes dans un vieux cahier. Allongée sur le canapé, Béatrice leva soudain la tête en entendant un nom. « Richard Miller. »« C'est lui, » murmura-t-elle. « L'homme avec qui Marina a eu une liaison. » À l'écran, Richard parlait d'une école spécialisée en Suisse pour sa fille. À ses côtés, Elena, élégante, souriait d'un air satisfait. Sophia, sans même regarder la télévision, cassa son crayon d'un geste sec. Ses yeux fixèrent l'écran avec une intensité glaciale. « Mensonge, dit-elle. Les chiffres mentent. Lui, il ment. »« Quels chiffres, ma chérie ?» demanda Béatrice, douce. Sophia ouvrit son cahier et dessina des tableaux financiers avec une précision troublante. Elle pointa une ligne. « La croissance ne peut pas dépasser 100%. C'est impossible. Mais lui, il fait mentir les chiffres. » Dans son bureau à New York, Richard visionnait la même interview. Chaque mot le rongeait. Il revit une vieille photo, lui et Sophia, le jour où elle avait résolu un problème complexe à l'âge de 4 ans. Il n'avait jamais été aussi fier. « Belle interview », lança Elena en entrant. Tout le monde y a cru. Dans quelques mois, on dira qu'elle s'est adaptée à la Suisse. Richard ne répondit pas. Il avait cessé de croire à ses propres mensonges. À la ferme, Béatrice, ancienne prof de mathématiques,
analysait les données. L'ampleur de la fraude l'a glacé. Ce n'est pas une simple erreur, c'est une manipulation à grande échelle. Sofia a vu ces chiffres et elle les a retenus. C'est pour ça qu'il a voulu s'en débarrasser, conclut Cecilia, la gorge serrée. Pas seulement parce qu'elle est différente, elle est témoin. Sofia se balançait doucement, récitant des chiffres et des dates. Chaque séquence révélait un pan du puzzle, exposant des années de fraude. Silas monta sur le perron et Sofia l'enlaça avec force. L'animal posa doucement sa tête contre la sienne. « Il faut la protéger, dit Béatrice. Pas seulement de Richard, mais de ce monde de mensonges. Elle mérite un endroit où sa vérité est une force, pas une faiblesse. » « Mais comment prouver tout ça ?» demanda Cecilia. La réponse vint de Sofia elle-même. Elle montra son cahier. Les chiffres ne mentent pas. Ils disent toujours la vérité. Ce mercredi matin-là, alors que Sofia jouait sous le regard attentif de Silas, une voiture noire s'arrêta devant la vieille barrière en bois. Un chauffeur en uniforme descendit et ouvrit la portière arrière. Elena sortit du véhicule, ses talons hauts s'enfonçant légèrement dans la terre. « Quel endroit pittoresque !» murmura-t-elle en scrutant la propriété. Elle était venue après avoir entendu des rumeurs sur un enfant étrange aperçu dans les environs. Elle les aurait ignorées si un détail ne l'avait pas troublée. La mention d'un cheval blanc. Dans le jardin, Cecilia taillait ses rosiers. En entendant des pas, elle redressa son dos endolori et croisa le regard d'Elena. Son instinct de maternelle se mit aussitôt en alerte. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, gardant les sécateurs bien en main. « Je l'espère, » répondit Elena avec un sourire froid. « Je cherche un cheval blanc, disparu il y a quelques jours. Je pense qu'il pourrait être ici. » À cet instant, un hennissement se fit entendre depuis l'écurie. Silas, d'ordinaire silencieux, semblait vouloir prévenir d'un danger. Elena se tourna vers le bruit, les yeux plissés. « Intéressant. Il semble que j'ai trouvé ce que je cherchais. » C'est alors qu'un phénomène inattendu se produisit. Sofia, cachée derrière un arbre, se mit à chanter. Pas une mélodie ordinaire, mais une suite de nombres premiers. 7, 13, 17, 23. Elena se figea, le visage blême. Cette voix, cette séquence, c'était impossible. « Sofia » murmura-t-elle, le masque tombant d'un coup. Béatrice sortit alors de la maison, appuyée sur sa canne, les yeux brillants de lucidité. « Je savais que quelqu'un viendrait. Je ne pensais juste pas que ce serait toi, Elena. Ou devrais-je dire Laura ?» Elena chancela. « Comment sais-tu cela ?» Marina m'a tout dit avant de mourir. Elle m'a parlé de Laura Miller, sa meilleure amie à l'université, qui lui a présenté Richard. Elle m'a dit comment tu avais changé de nom, de visage et infiltré sa vie comme une étrangère. Tu savais pour Sofia depuis le début, mais tu as préféré garder le secret pour manipuler Richard. Sofia sortit de derrière l'arbre, les yeux rivés sur Elena. Dossier 23, tiroir 17, dossier 13, projet Phoenix, transfert, 73 452 000. « Arrête !» hurla Elena, paniquée. Ces dossiers étaient confidentiels. « Elle a une mémoire photographique » expliqua calmement Cecilia. « Elle se souvient de chaque document, chaque mot, chaque chiffre. » Silas sortit de l'écurie et se plaça près de Sofia comme un gardien. « C'était toi, » conclut Béatrice. « Tu as convaincu Richard de se débarrasser de sa fille. Pas parce qu'elle était autiste, mais parce qu'elle savait trop de choses. » Elena recula, trébuchant. « Vous n'avez aucune preuve !» Sofia s'approcha alors d'un coin de l'écurie, en sortit une boîte en bois dissimulée sous la paille. À l'intérieur, des dessins, des copies de documents, des tableaux financiers. Les chiffres ne mentent pas. Et je n'oublie jamais un nombre. Le téléphone d'Elena sonna. Le nom de Richard clignotait. Elle regarda l'écran, puis les 3 générations de femmes face à elle. Sofia, cet enfant qu'elle pensait pouvoir contrôler, devenait sa plus grande menace. Sofia, tenant sa boîte, reprit « Dossier 15, enregistrement du 3 mars. Laura disait que personne ne découvrirait les transferts offshore. »« Tais-toi » hurla Elena hystérique. « Tu es comme ta mère, toujours à fouiller là où il ne faut pas. » Silas poussa un hennissement menaçant, se plaçant devant Sofia. Le cheval, d'ordinaire si doux, devenait protecteur. « Marina était ma meilleure amie » lança Elena désemparée. « Je ne pensais pas que ça irait si loin. Elle est tombée amoureuse. Et elle est tombée enceinte.
Richard ne pouvait pas assumer un enfant hors mariage. Pas avec les investisseurs. Alors j'ai élaboré un plan. Sophia dessina frénétiquement dans son carnet. Une chronologie apparut. Des dates, des noms, des connexions. Tu as simulé ta propre mort, conclut Cecilia. Laura Miller, la sœur de Richard, est morte dans un accident. Et peu après, Elena Vasquez est entrée dans sa vie. Une brillante conseillère financière, termina Béatrice, spécialiste des opérations offshore. Quelle coïncidence. Le téléphone s'arrêta de sonner. Le silence tomba, pesant. Elena, ou Laura, semblait avoir vieilli de 10 ans. Ses yeux allaient de l'une à l'autre, cherchant une échappatoire. « Marina a découvert la vérité, n'est-ce pas ?» demanda Béatrice. C'est pour cela qu'elle a confié Sophia à Richard, espérant qu'il se rachèterait. Un sanglot échappa à Elena. Elle m'a menacé de tout révéler. Les fraudes, mon identité, le système. Puis, elle est tombée malade. Comme moi, ajouta doucement Sophia. Des cellules qui poussent là où elles ne devraient non pas. Des chiffres qui n'obéissent plus à la logique. Béatrice porte une main à sa poitrine. Elle comprenait ce langage. Le cancer. Et tu n'as rien dit à Richard, accusa Cecilia. Même après la mort de Marina, tu as gardé le secret pour continuer à manipuler. J'ai bâti cet empire, répliqua Elena dans un souffle, mais sa voix sonnait déjà creux, perdue dans l'écho de ses mensonges dévoilés. C'est moi qui ai tout bâti, hurla Elena, des larmes coulant sur son visage parfaitement maquillé. Chaque contrat, chaque fusion, chaque succès, c'était moi. Richard n'était qu'un joli visage. Moi, j'étais le cerveau. À la surprise générale, Sophia s'avança vers Elena. Son regard, si particulier, plein de cette lucidité unique à ceux qui comprennent le monde par les chiffres, resta fixé sur celle qui avait tenté de l'éliminer. « Les chiffres mentent quand les gens les manipulent », dit-elle simplement. Mais la vérité suit toujours un schéma. Elle finit toujours par se montrer. Un bruit de moteur détourna l'attention. Une berline noire s'arrêta. Richard Miller descendit, le visage troublé par la scène devant lui. Ses yeux croisèrent ceux de Sophia, debout, saine et sauve, un cheval blanc à ses côtés, une boîte de dessin à la main. « Sophia » murmura-t-il abasourdi. « Mais tu étais... »« C'est le cheval blanc qui m'a sauvé » répondit l'enfant d'une voix calme. « Les chevaux ne mentent pas. Ils ne cachent pas d'argent dans les îles Caïmans. » Elena se figea, suffoquant en entendant le nom du paradis fiscal. « Comment elle sait ça » s'écria Richard. « Elle sait tout, Richard » intervint Béatrice. « Comme Marina savait. Tu te souviens d'elle, la femme que tu as aimée et abandonnée il y a 7 ans ?» Le visage de Richard pâlit. Son regard allait de Sophia à Béatrice, réalisant peu à peu la ressemblance frappante. « Marina ne m'a jamais dit qu'elle était enceinte. »« Bien sûr que non, » ricana Elena. « Je l'en ai dissuadée, comme je l'ai convaincue de s'éloigner quand on a découvert que l'enfant serait différente. »« Comment tu sais tout ça ?» demanda Richard, confus. Sophia ouvrit sa boîte et étala les dessins. Documents copiés à la perfection, photos anciennes, articles de presse. Sur l'une, Marina et Elena, alors connues sous le nom de Laura Miller, souriaient à la caméra. « Ta sœur n'est pas morte dans un accident », expliqua doucement Cecilia. « Elle est devenue Elena Vasquez, ton associée. » Richard chancela. Son regard croisa celui d'Elena. « Tu étais ma sœur. Tout ce temps ?»« Notre père allait tout te laisser, » cria Elena, « même si j'étais plus brillante. Alors j'ai tout changé. J'ai tout fait pour bâtir cet empire. Tu n'étais qu'une façade. » Sophia reprit d'une voix ferme. « Dossier 42, dossier rouge, tiroir 3, Atlas Métal, surévaluation de 340%, 3 acheteurs fictifs. Signature, Laura Miller, pas Elena Vasquez. « Arrête !» hurla Elena, fonçant sur la fillette. Mais Silas, le cheval, s'interposa, la forçant à reculer. Richard, bouleversé, murmura « Tu as tenté de la tuer. Tu m'as manipulé. Tu voulais l'éliminer parce qu'elle savait tout. » Avec sa mémoire parfaite, elle allait tout révéler. Elle est comme Marina, incapable de comprendre que certaines vérités doivent rester cachées. Sophia s'approcha doucement de son père, tenant un dessin, une reproduction d'une vieille photo où Richard et Marina riaient ensemble dans un parc. Au dos, elle lut d'une voix claire « À toi pour toujours, quoi qu'il arrive. Avec amour, Richard. »
Ça sentait la lavande. Maman la gardait sous son lit. Elle la regardait chaque soir. Richard s'effondra à genoux dans l'herbe, pleurant enfin. Je l'aimais, mais Laura, Elena, m'a dit qu'elle m'avait quitté. Marina est morte en t'aimant, dit Béatrice. Elle t'a confié Sofia, croyant qu'il restait du bon en toi. Le tonnerre gronda au loin. Les premières gouttes de pluie tombèrent. Cecilia s'empressa de ramasser les dessins. Richard restait à genoux, trempé. Elena recula vers sa voiture. « Ne pense même pas fuir », la prévint Béatrice. « J'ai appelé la police dès que je t'ai reconnu. » Des sirènes commencèrent à se faire entendre au loin. Elena se figea, sans issue. « Vous ne comprenez pas. J'ai fait tout ça pour protéger notre empire. Richard n'aurait jamais réussi seul. Il est trop faible. »« Comment oses-tu parler de famille ?» s'écria Richard. « Tu as menti sur la mort de Marina. Tu as manipulé tout le monde. Tu as essayé de tuer ma fille. » Sofia, attentive à tout, se remit à dessiner, ignorant la pluie. Ses doigts traçaient un nouveau schéma complexe. « Tante Laura ne ment pas sur tout, » dit-elle calmement. Les chiffres montrent que papa a perdu 3 gros contrats avant son retour comme Helena. L'entreprise déclinait. Vente en chute de 47%, bénéfice net en baisse de 62%. Richard cligna des yeux, surpris non seulement par l'exactitude des chiffres, mais aussi par la façon dont Sofia les exposait. Sans reproche, juste des faits. Puis elle est revenue, poursuivit Sofia, traçant des lignes invisibles dans l'air. Et les chiffres ont commencé à grimper, mais d'une manière étrange, comme dans un dessin d'échelle. Ils montaient sans logique. Silas poussa un léger hennissement, comme pour approuver. Le cheval s'approcha de Sofia, la protégeant de la pluie qui s'intensifiait. « L'entreprise a grandi », confirma Elena, une pointe de fierté dans la voix. « Pas à partir de rien », rectifia Béatrice. « Tu l'as construite avec des mensonges, des manipulations et de l'argent sale, en utilisant ton frère comme pion. » Les sirènes approchaient. Elena jeta un regard vers la voiture, puis vers le groupe. Pour la première fois, l'indécision se lisait sur son visage. « Tu as le choix », murmura Cecilia. « Fuir et confirmer nos soupçons, ou faire enfin ce qu'il faut. » Mais c'est Sofia qui porta le coup final. Elle tendit un dessin à Elena, le visage de Marina, fidèle et souriant. Maman disait toujours, les nombres sont comme les gens. Certains sont premiers, d'autres amis. Certains sont seuls, d'autres fonctionnent mieux ensemble. Même les négatifs ont de la valeur. Les jambes d'Elena cédèrent et elle se laissa tomber sur le fauteuil de la véranda. « Je l'aimais, tu sais », confia-t-elle, les larmes se mêlant à la pluie. Marina était ma meilleure amie, mais elle avait tout ce que je désirais. L'amour de Richard, une fille spéciale. Même sa maladie semblait plus noble que mes mensonges. Richard s'approcha, posant une main tremblante sur l'épaule de sa sœur. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Sur toi, sur Marina, sur Sofia ? Parce que tu les aurais choisis et je ne pouvais pas te perdre une deuxième fois. » 2 voitures de police arrivèrent, leurs gyrophares illuminant les flaques. Elena se leva, droite, digne. « Les chiffres ne mentent pas, » reprit-elle doucement, un sourire triste aux lèvres. « Il est temps d'arrêter de mentir, moi aussi. » Alors que la police l'emmenait, Sofia prit la main de son père. Il croisa son regard, non pas plein de reproches, mais de cette même clarté qu'il avait autrefois effrayé. « On peut réparer les chiffres ?» demanda-t-elle simplement. Richard serra sa main. Pour la première fois depuis des années, il sentit le poids de ses choix et la possibilité de rédemption. La pluie faiblissait. Elena, ou plutôt Laura Miller, gardait la tête haute en montant dans la voiture, mais ses yeux trahissaient un mélange de regret et de soulagement. Avant de partir, elle se retourna une dernière fois vers Sofia. « Tu es exactement comme ta mère, dit-elle, et ce n'est plus une mauvaise chose. » Sofia comptait les gouttes, les secondes, les motifs. Silas restait à ses côtés, protecteur. Richard, sur le perron, observait sa fille comme pour la première fois, non plus comme un problème à résoudre, mais comme un être extraordinaire, survivante d'une tentative de meurtre et de tant d'années d'oubli. « Elle a le don des nombres de Marina », commande Béatrice, et le même cœur pur. Mais elle a aussi quelque chose d'unique, une façon de voir le monde que peu comprennent. Comme pour illustrer, Sofia dessina dans la terre mouillée des motifs complexes, mathématiques.
La vérité, c'est comme une spirale, expliqua-t-elle. Elle commence petite et grandit selon la suite de Fibonacci. On ne peut pas l'arrêter. Richard s'écroula sur une chaise. Chaque mensonge est un nombre négatif, continua Sophia. Il semble résoudre un problème, mais se multiplie jusqu'à tout fausser. Et comment on répare ça? Demanda Richard. Sophia prit sa main, l'emmena voir ses dessins. D'abord, on admet les nombres négatifs. Ensuite, on ajoute de bonnes actions. Plus on en ajoute, plus le résultat s'améliore. Béatrice et Cécilia échangèrent un regard ému. Marina parlait à travers sa fille, dans un langage que Richard pouvait comprendre. « Les documents que tu as dessinés, tu vas les donner à la police ?» demanda Richard. « C'est déjà fait, » répondit Sophia. « Mamie Beu les a photographiés et envoyés au détective. Il arrive dans 43 minutes, à cause de la pluie. » Un sourire fragile étira les lèvres de Richard. « Je vais tout perdre, n'est-ce pas ?»« Pas tout, » rectifia Sophia. « Les nombres peuvent redevenir positifs. Les gens aussi. » Silas s'approcha, posant doucement sa tête sur l'épaule de Richard. Lui qui n'avait vu les chevaux que comme des symboles de prestige, fut touché par ce geste sincère. « Mon père disait que les chevaux jugent mieux les hommes que quiconque, » commenta Cécilia. « Ils ne regardent pas l'argent, juste le cœur. » Et Silas a choisi de sauver Sophia, ajouta Béatrice. Sophia, toujours main dans la main avec son père, se mit à fredonner une mélodie que Richard reconnut aussitôt, celle que Marina chantait autrefois. Une vieille mélodie sur les nouveaux départs, et les secondes chances flottaient dans l'air. « Tu te souviens d'elle » demanda Richard, surpris. « Je me souviens de tout » répondit Sophia. « Les chiffres heureux et les tristes, les chansons et les silences, l'amour et la peur. Tout est là, dit-elle en désignant sa tête. Il suffit d'attendre le bon moment pour que ça prenne sens. La pluie avait cessé. Un arc-en-ciel apparaissait à l'horizon. Sophia, fidèle à elle-même, calcula l'angle de réfraction de la lumière, trouvant de l'ordre même dans la beauté éphémère. Le détective arriva exactement à l'heure prédite. Tandis que Béatrice le conduisait à l'intérieur pour lui remettre les preuves, Richard resta dehors, assis sur un vieux banc avec sa fille, sous un chêne centenaire. « Pourquoi tu n'es pas en colère contre moi ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Sophia jouait avec une brindille, traçant des équations invisibles sur la terre. « La colère, c'est comme multiplié par un nombre négatif, dit-elle. Le résultat semble juste, mais ne résout rien. Et quelle est l'équation principale ? L'amour, répondit-elle simplement. Maman disait que l'amour, c'est comme pi, infini, impossible à calculer, mais essentiel pour comprendre les cercles de la vie. Silas s'approcha et toucha doucement Sophia, puis, chose inattendue, fit de même avec Richard. « Il te pardonne aussi, dit Sophia. Les chevaux font des maths émotionnelles. Ils additionnent les regrets sincères et soustraient la fierté inutile. » Cécilia, qui observait depuis le porche, fut profondément émue. Jamais elle n'avait vu un lien aussi puissant entre un homme, un enfant et un cheval. Puis Sophia se leva et monta sur Silas avec grâce, tendant la main à son père. « Viens, je veux te montrer quelque chose. »« Je ne sais pas monter, » hésita Richard. « Fais confiance aux chiffres. Si tu suis mes instructions, le risque de tomber est inférieur à 2%. » Avec l'aide de Cécilia, Richard monta derrière sa fille. « Où va-t-on » demanda-t-il. « Au pont, il faut résoudre l'équation complète. » Son cœur se serra. « Je ne peux pas, murmura-t-il. »« Tu peux, affirma-t-elle avec sa certitude habituelle. Certaines équations ne se résolvent qu'en retournant au point d'erreur initial. Quand ils arrivèrent au pont, le soleil se couchait. Le fleuve en contrebas grondait encore. Sophia descendit, toucha la rambarde métallique et récita « Ici, à 15h27 et 42 secondes, un mardi, un père a oublié la valeur de l'amour. Il a soustrait au lieu d'additionner, divisé au lieu de multiplier. » Richard descendit aussi, tremblant. Silas resta près d'eux, tel un pilier. Mais aujourd'hui, à 17h15 et 33 secondes, un vendredi, on réécrit l'équation. Même les nombres cassés peuvent être corrigés. Elle le regarda droit dans les yeux. L'opération, c'est le pardon. Comme une racine carrée, ça paraît compliqué, mais ça transforme les négatifs en possibilités positives. Richard tomba à genoux, en larmes. Sophia l'enlaça avec la justesse d'une équation parfaite. Ni trop fort, ni trop faible. «
juste ce qu'il fallait pour commencer à guérir. Les jours suivants marquèrent un tournant. L'empire de Richard s'effondra sous le poids d'épreuves. Les journaux en parlèrent partout. Un magnate repentant grâce à l'amour retrouvé de sa fille. Helena, ou Laura, accepta un accord avec la justice en échange de révélations. Lors de son interrogatoire, elle déclara simplement « Demandez à Sophia, elle se souvient de chaque chiffre, chaque document. Et elle ne sait pas mentir. » À la ferme de Cecilia, devenue un refuge improbable, Sophia suivait une routine. Matinée avec les chevaux, après-midi à aider les enquêteurs. « C'est comme un immense puzzle », expliquait-elle à Béatrice. « Chaque chiffre est une pièce, et ensemble, ils racontent une histoire. » Richard, libéré sous condition, passait ses matinées en déposition et ses après-midi avec sa fille. Un après-midi, en observant les chevaux, Sophia dit « Ils ont des schémas comme moi. Certains n'aiment pas le bruit, d'autres ont besoin de routine. Différents, mais pas brisés. » Cette remarque inspira une idée à Richard. Ce soir-là, il réunit Béatrice et Cecilia. Et si on transformait cette ferme? Un centre équestre pour enfants autistes. Sophia pourrait créer le programme avec son lien unique avec les chevaux et son amour des schémas. Cecilia, émue, se mit déjà à penser aux aménagements nécessaires. « Et il faudra former des professionnels, » dit Cecilia. « Je peux financer ça, » intervint Richard. « Pas avec de l'argent sale. C'est fini tout ça. J'ai vendu mon penthouse, mes voitures de luxe. Je veux construire quelque chose de vrai, qui honore la mémoire de Marina et le don unique de notre fille. » Émue, Béatrice essuya une larme. Marina disait toujours que chaque chose dans la vie avait un sens, même celle qui paraissait mauvaise au départ. Le lendemain matin, quand ils parlèrent du projet à Sophia, sa réaction fut immédiate. Elle prit un cahier et dessina des plans détaillés, avec mesures précises et inclinaisons idéales. « Les rampes doivent avoir une inclinaison de 12,5 degrés, expliqua-t-elle, et les écuries doivent suivre un certain code couleur. Certains enfants autistes sont très sensibles aux couleurs. » Silas s'approcha, comme s'il comprenait l'importance de ce qu'elle faisait, et regarda les dessins par-dessus son épaule. Sophia sourit, un de ces rares sourires qui illuminaient tout son visage. « On va aider d'autres enfants qui voient le monde à travers des chiffres et des motifs. Et les chevaux vont nous aider. Eux, ils ne jugent pas. Ils ajoutent de l'amour et multiplient la compréhension. » Richard l'observait, bouleversé par cette émotion nouvelle, bien plus profonde que toutes ses réussites passées. « Ta mère m'a dit un jour que parfois il faut se perdre complètement pour retrouver le bon chemin. »« Comme en géométrie, » répondit Sophia. « Il faut parfois faire le tour complet pour comprendre le cercle entier. » Cecilia arriva avec une nouvelle. La jument enceinte qu'ils avaient sauvée attendait des jumeaux. Un cas rare. « 2 nouveaux départs, » commenta Sophia. « Comme papa et moi. Parfois, les mathématiques de l'univers ont de l'humour. Ainsi, au cœur des nombres, des chevaux et des secondes chances, une nouvelle histoire naquit dans l'ancienne ferme. Une histoire où la différence n'était pas un défaut et où les erreurs du passé devenaient les bases d'un avenir meilleur. 6 mois plus tard, la ferme de Cecilia était méconnaissable. Le centre équestre de l'Étoile Guide, nommé ainsi par Sophia, accueillait déjà 15 enfants autistes, chacun avec sa propre manière unique de voir le monde. Ce matin-là, Sophia, ado de Silas, menait un petit groupe sur un parcours pensé dans les moindres détails. Distance de 3,42 mètres entre les chevaux, précisa-t-elle d'une voix claire et douce. C'est la distance idéale pour maintenir rythme et harmonie. Richard observait, vêtu simplement, un carnet à la main où il notait les progrès de chaque enfant. Exigence de sa libération conditionnelle. Béatrice, plus forte après son traitement, gérait l'administratif depuis une chambre aménagée en observatoire. Mais le changement le plus profond était en Sophia. Ce qui avait été vu comme une difficulté, son rapport aux chiffres, était devenu un trésor. Elle avait créé sa propre méthode où mathématiques et équitation se mêlaient. Quand le cheval trotte, expliquait-elle aux parents, ses sabots forment un motif répétitif, une équation en mouvement. La comprendre aide les enfants à trouver leur propre équilibre. Cecilia, désormais responsable de l'entraînement des chevaux, sélectionnait les montures adaptées à chaque enfant. Comme dit Sophia, les chevaux sont comme les nombres. Chacun a une personnalité, une valeur unique. Ce jour-là, un événement spécial était prévu. La première visite d'Helena, toujours incarcérée,
mais autorisée à faire du bénévolat. C'était Sophia qui avait proposé sa venue. Tante Laura comprend les chiffres comme moi. Elle les a juste utilisés pour de mauvaises raisons. Maintenant, elle peut apprendre à additionner le bien. Quand la voiture de police arriva, un silence se fit. Elena descendit, visiblement tendue. Silas, avec Sophia encore en selle, s'avança vers elle et inclina la tête. « Il te donne une seconde chance », expliqua Sophia. « Les chevaux savent calculer la vraie valeur des gens, même s'ils apprennent encore à le faire eux-mêmes. » Elena pleura silencieusement. « Comment peux-tu être aussi gentille, Sophia, après tout ce que j'ai fait ?»« Parce que la gentillesse est comme Pi, » répondit-elle. « Elle n'a pas de fin. Elle continue encore et encore, peu importe combien de fois on tente de la calculer. » Richard, témoin de la scène, sentit son cœur se dilater comme jamais auparavant. Sa famille, bien que blessée, était en train de guérir. Comme dirait Sophia, pensa-t-il, nous sommes une équation complexe, pleine de variables, mais avec une solution possible. En fin d'après-midi, tout le monde se réunit pour l'inauguration du panneau du centre. Sophia avait insisté. « À 45 degrés, c'est l'angle parfait pour que le soleil du matin éclaire les mots. Là où différentes façons de voir le monde se rencontrent. » Sous la lumière dorée se tenait un groupe improbable. Un ancien homme d'affaires en quête de rédemption, une ancienne fraudeuse apprenant l'honnêteté, 2 femmes âgées retrouvant un but, 15 enfants extraordinaires, leurs parents, et une petite fille de 6 ans qui avait transformé sa manière unique de voir le monde en un don pour tous. Silas, fidèle compagnon, restait près d'elle. Ce cheval qui un jour avait sauté d'un pont pour sauver une vie faisait désormais partie de quelque chose d'encore plus grand. Un lieu où être différent n'était plus une faiblesse, mais une autre manière d'être essentielle.